Bienvenue sur le ring, l'ODJ, TV Radio, Abslam Siddiqui. Merci Sir Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être monté sur le ring et merci de vous apprêter à mettre les gants pour ce ring avec vous, l'ODJ TV Radio. Je rappelle que vous avez été ministre en charge de l'emploi, que vous êtes membre du bureau politique du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme, et qu'on vous présente aussi comme l'économiste en chef, là vous nous direz, en tout cas du PPS. Je préside la commission des affaires économiques et sociales du parti. Voilà. Et donc je le fais d'abord avec responsabilité, avec un grand plaisir et un honneur pour mon parti. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir en débat et de vous avoir sur le ring Abslam Siddiqui. Ce ring, justement, un débat en 3 rounds thématiques. Premier round, grève des enseignants. C'est d'actualité, c'est une actualité dominante. Donc, grève des enseignants dans le secteur public. À quand un retour à l'école et à quand un retour en classe, selon vous? Deuxième round, projet de loi de finances 2024. Là, pareil, un sujet qui colle à votre expertise. Abslam Siddiqui, PLF 2024, le gouvernement actuel va-t-il réussir là où le PPS et la gauche, par extension, a échoué concernant la mise en place d'un État social? C'est un jugement de valeur préconçu. Avec un point d'interrogation. Donc il n'y a pas de jugement de valeur, c'est une interrogation. Et le troisième round, autre sujet, je rappelle que vous avez été ministre en charge de l'emploi. Troisième round, justement, va traiter de l'emploi. Emploi, où est la vérité des chiffres en matière de création et de destruction? La sortie du HCP, et on a vu la contre-lecture du ministre en charge de l'emploi. La vérité est toujours difficile à saisir. On verra en tout cas la vérité si je mens et quelle vérité et quels sont les menteurs éventuels, vous nous direz également. Mais Abslam Siddiqui, sur premier round, grève des enseignants, secteur public, à quand un retour en classe ou à l'école? Ça fait plus de 3 semaines qu'il y a cette grève massive aujourd'hui qui prend en otage des millions d'enfants. Effectivement, c'est une question des plus épineuses que le Maroc ait connue ces dernières années. Je ne pense pas, de ma mémoire, que le Maroc ait connu une telle crise, d'une telle ampleur, avec l'absence de perspective. Parce que tu me dis, à quand la rentrée? Je crois que personne n'est en mesure, à l'heure actuelle, de dire, voilà, est-ce que la rentrée sera faite cette semaine ou ça va encore durer. En tout cas, il y a une commission ministérielle qui a été mise sur pied, coiffée par le chef du gouvernement, avec en présence de Fawzi Larja. Le problème, Younes Khoury et Chakib Ben Moussa. Sincèrement, c'est une question qui nous tarde et qui est problématique, énigmatique même. Énigmatique? Énigmatique, parce que voilà, le dialogue a eu lieu pendant 2 années de suite. Je ne sais pas combien, des dizaines de réunions. Je vois au printemps dernier, il y avait une photo familiale. Tout le monde est content d'arriver à un accord. Et du coup, on a été surpris. Dès la publication de ce fameux décret sur le statut des enseignants, il y a un retournement de situation. Je crois que... Et tout s'est passé apparemment la semaine du 20 septembre. Exact. Parce que je rappelle que ce projet de décret était validé en Conseil de gouvernement. Je crois qu'il faut... Est-ce que pour vous, il y a un problème de méthode politique? Est-ce que vous imputez, je dis bien imputez, Abslam Siddiqui, la responsabilité politique à l'exécutif du fait qu'aujourd'hui, ça fait plus de 3 semaines, plusieurs semaines que les enseignants sont en grève dans le public et que des millions d'élèves aujourd'hui... Le gouvernement assume toujours la responsabilité. Surtout est-ce qu'il l'assume selon vous? Est-ce que là, il faut qu'il l'assume. Est-ce qu'il l'assume suffisamment selon vous? Pas suffisamment, parce que normalement suffisamment, il aurait dû prendre le problème à bras le corps. Dès la reprise des mouvements de protestation, le gouvernement devrait réagir, et réagir vite. Je crois qu'il a mal calculé. Peut-être, j'espère ne pas avoir tort. Il a mal calculé parce qu'il a joué sur l'usure. Il croyait que les gens vont se lasser, ils vont rentrer et reprendre. Et finalement, apparemment, les enseignants ne se lassent pas parce que la mobilisation va crescendo. Oui. Et cette semaine aussi, ils ont prévu, je crois, 4 jours de grève également. De grève. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Il faut revenir. Moi, je crois qu'il faut revenir à la table de négociation. Oui, table de négociation. Il y a une commission ministérielle qui a été créée pour ça, en présence du chef du gouvernement. Mais ça tarde. Ça fait bientôt 1 semaine qu'on a appelé à la formation de commission. Et il devait y avoir une réunion aujourd'hui. Apparemment, les syndicats ont écouté parce qu'ils ne voient pas, ils veulent la clarté, parce que les syndicats se sont déjà engagés au départ. Ils ont été, à leurs yeux,
et ils ont été trahis parce que... Qui les a trahis? Parce qu'a priori, il y avait une discussion, vous l'avez dit, depuis Peut-être 2 ans avec Chekib Ben Moussa, ministre en charge de l'éducation. Peut-être que le texte, le décret, il aurait dû être soumis à l'appréciation des syndicats qui ont négocié. Ce qui n'a pas été fait? Je ne pense pas que ça a été fait. C'est ce qu'on vous a dit, vous? C'est la ligne. C'est ce que j'ai lu. Et je crois que ça n'a pas été fait. Ça se comprend, parce qu'on discute. On se met d'accord sur les grands principes, et c'est au ministère, au service du ministère de rédiger le décret. Mais, question de bienséance, ils auraient dû prendre toutes les précautions pour le donner pour avis aux syndicalistes. Parce que là, le problème, c'est très grave pour l'avenir. On a affaibli les syndicats. Les syndicats ne représentent pas grand-chose. Il y a 23 coordinations. Je crois, ces coordinations parties ne sont même pas... Ils n'ont même pas d'existence légale, entre guillemets. Bon, ils ont la légalité sur le terrain, il faut le dire, parce qu'ils mobilisent les gens. Le problème, c'est que ce que vous dites là, c'est que les centrales syndicales classiques, elles, sont en perte de vitesse. Et que là, du coup, c'est les syndicats des enseignants... Moi, je crois que maintenant, il faut faire vite. Quelle est la position du PPS là-dessus? Est-ce que le PPS là-dessus, on sait qu'il y a 7 millions d'élèves qui sont pris en otage, que les écoles du public sont fermées depuis plusieurs semaines. Oui. Est-ce que le PPS a une position politique là-dessus? Il a une position politique très claire. On l'a publié à chaque réunion du bureau politique, on sort un paragraphe sur la question là. Et demain, on va faire autant. C'est la position. C'est d'abord satisfaire les revendications des corps enseignants. C'est-à-dire, tout le monde parle. Satisfaire, c'est quoi? Il faut satisfaire des revendications. Il faut améliorer le niveau de vie. Donc augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires. Ouais. C'est impossible. Les expériences mondiales, il n'y a pas une expérience qui marche quand les enseignants sont mal payés. Les enseignants vivent dans la misère, crèvent dans la misère. Les enseignants. Avec 5 000 dirhams, il va louer, il a des problèmes. Il n'a même pas de quoi acheter une bicyclette pour ça. Est-ce que selon vous, c'est anormal? Est-ce que selon vous, c'est un mépris des enseignants? Est-ce que selon vous, c'est justement le fait, parce que ça avait été une promesse d'ailleurs, et la solution, c'est un programme électoral? Tout le monde le dit. Oui. Tout le monde le dit. Ils te disent, voilà, partout. La solution de l'éducation passe par l'amélioration des statuts. Les statuts de l'enseignant, pas uniquement le côté matériel. Il y a la valorisation morale de l'enseignant dans la société. Actuellement, l'instituteur ou l'enseignant, même jusqu'à l'enseignant universitaire, n'a pas le même statut qu'auparavant. C'est le dernier de l'échelle. Donc vous êtes favorable. C'est anormal. C'est anormal. Juste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le. Vous n'êtes pas populiste et votre parti politique, le PPS, n'est pas un parti populiste. Non, on est bien d'accord. On n'est pas au contraire. Donc aujourd'hui, où est-ce que ça coince? Est-ce que c'est la mise en place de ce nouveau statut concernant les enseignants? Je rappelle que ce nouveau statut, les enseignants se sont mis d'accord. Ils ont palabré pendant 2 ans avec Chekib Ben Moussa. Et Chekib Ben Moussa et l'État et les pouvoirs publics leur ont assuré le fait qu'ils vont bénéficier des mêmes avantages que les autres fonctionnaires qui sont rattachés directement à la fonction publique. On est bien d'accord? Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Là, apparemment, les syndicats ne sont pas forcément très d'accord. Les mesures, il y a eu un certain nombre de corps qui ont été exclus de toute amélioration. Bon, il y a beaucoup d'études sur le texte, le décret. Il comporte un certain nombre de lacunes. Mais je crois que Sibri Moussa même l'a déclaré que c'est pas décorant. Alors si c'est pas un texte sacré, retournons, renvoyons ensemble et corrigeons les lacunes. Lorsque le chef de gouvernement... Moi, je ne dis pas qu'il faut faire tout de suite, mais il faut donner un engagement clair, une annonce claire, que voilà, ça va être fait en 2-3 mois. Comme ça, le corps enseignant va retrouver confiance et retrouver l'école. Parce qu'on a, comme tu as dit à juste titre, on a pris en otage 7 millions d'élèves. Et là, c'est un cadeau qu'on offre au secteur privé. Certains parents, d'ailleurs, ils étaient en obligation d'inscrire leurs enfants dans l'école privée. Mais c'est bien dommage. Moi, excuse-moi, parce que moi, je crois que la responsabilité de ce qui se passe au niveau de notre secteur, de notre secteur public de l'enseignement, incombe à tout le monde. Il n'y a pas que le gouvernement. Au gouvernement précédent, à la société, à l'élite marocaine. L'élite s'est désintéressée, ne s'intéresse plus. Vous n'allez pas responsabiliser l'élite et la faire culpabiliser. Non. Alors que c'est les responsables aux responsabilités aujourd'hui qui tentent trouvé des solutions pour réhabiliter l'école publique. On est bien d'accord. J'ai dit que c'est un cheminement historique, c'est un processus historique. Les choses ont atteint un certain nombre de pourrissements. Que c'est très difficile de corriger. Et puis il y a d'autres choses. C'est que le système d'enseignement,
il est victime d'une pléthore de réformes, de réformettes. Il y a eu, depuis l'indépendance, j'ai lu, il y a 21 réformes, 33 ministres qui se sont succédés. C'est anormal. Il faut laisser la réforme mûrir. Il y a un ministre d'ailleurs du PPS qui était, qui était en charge de l'éducation. Moi, je te dis, un ministre qui a passé 2 ans. C'est Moulay Ismaïl Alaoui. Il a passé 2 ans. Il n'a même pas le temps de. Donc il n'a pas eu le temps de. C'est ça le problème. Juste à chaque fois qu'un ministre arrive, il recommence à zéro. C'est valable dans l'enseignement comme valable dans tous les secteurs. Est-ce que selon vous, la mise en place de cette commission interministérielle, présidée, coiffée par le chef de gouvernement, qui compte Younes Khoury, qui compte Fawzi Larjan, ministre du budget, et Chakib Ben Moussa, est-ce qu'elle peut, selon vous, ou pas, mettre un coup d'arrêt à ce moment de grève ou pas? Il est condamné à réussir parce que s'il ne réussit pas, ça serait très grave pour notre pays et pour l'avenir de notre éducation physique et notre éducation nationale. Et à ce moment-là, on va aller droit vers une année blanche et on ne l'espère pas. On ne l'espère pas parce que ça fait quand même de l'argent. L'année blanche, elle est bien entamée déjà. Parce que ça fait 70 milliards de dirhams de budget, on ne peut pas jouer avec. Il faut que les élèves, il faut que les enfants reprennent les bancs de l'école. Le plus rapidement possible. On espère que ça va être fait cette semaine. Il faut que ça soit fait cette semaine. Et je crois qu'il faut compter sur la sagesse et l'engagement de tout le monde, les syndicats, les membres de coordination, le gouvernement, pour trouver une solution qui arrange les parties prenantes. L'USFP, premier parti de l'opposition, parce que le PPS n'est pas premier parti de l'opposition, qui compte 35 députés à la Chambre des représentants, appelle au gel de ce décret et de cet accord. Donc sur le statut unifié, le projet de décret qui était publié dans le bulletin officiel d'ailleurs en octobre dernier, il appelle au gel. Est-ce que vous, le PPS, vous appelez au gel de ce projet de décret? Nous, on a appelé à améliorer. Il faut améliorer. On peut améliorer. Il y a 3 ou 4 points dans le décret qui gênent. On peut les retrouver. Le CFE appelle au gel. Est-ce que vous, en tant que parti de l'opposition PPS de gauche, est-ce que vous appelez pas au gel du décret? Nous, on appelle à l'amélioration, à la correction des anomalies. Correction des anomalies. Des anomalies, et on peut le faire dans les plus brefs délais. Parce que les choses ont mûri maintenant. Même le ministre, il sait là où ça cloche. Ils peuvent corriger. Très bien, mais on verra en tout cas dans les prochains jours. La volonté est exprimée. On ne fait pas de procès d'intention. Il faut voir les choses d'un côté positif. Donc il faut espérer que parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Dernière question justement, avant de passer au deuxième round. Est-ce que selon vous, Chakib Ben Moussa, ministre en charge de l'Éducation nationale, je vais vous dire ça les yeux dans les yeux, est-ce qu'il peut rester encore ministre de l'Éducation nationale? Après ce qui s'est passé, beaucoup d'analystes politiques considèrent qu'il a été malmené, que ça va être très compliqué. Ils sont dans une situation très difficile. Est-ce que selon vous, il peut continuer à mener cette réforme de l'éducation? Moi, je ne personnalise pas. Je vous dis ça parce que c'est lui qui est ministre de l'Éducation. C'est au ministre concerné lui-même. Moi, je ne suis pas en mesure de juger la capacité d'un ministre à gouverner. Vous avez été ministre. Si vous aviez été dans cette situation, est-ce que vous auriez continué, poursuivi? Mais c'est une hypothèse qui n'a pas lieu de faire. Si Chakib Ben Moussa fragilisé ou pas après ce qui vient de se passer, après ce qui se passe, fragilisé ou pas politiquement? Un responsable ne doit pas être fragilisé par ces choses-là. Il n'est pas le seul responsable. Je ne pense pas qu'il ne faut pas responsable. C'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité collective. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la déclaration de le ministre avant, qui était du temps de Benkerel. Il a fait une déclaration pas mal. Il a dit que voilà, le plus important dans l'éducation, ce n'est pas le ministre de l'Éducation, c'est le ministre de l'Intérieur et le ministre du Budget. C'est pour ça qu'il faut se l'appeler, et certainement dans cette commission interministérielle. Parce qu'il y a des questions budgétaires. Là, vous faites référence à Saïd Mzazi, que certains considèrent qu'il a laissé un héritage aussi, qui ne rend pas les choses faciles pour Chakib Ben Moussa. Mais bon, ça, c'est que de la rumeur. Absence d'épée, deuxième round. Deuxième round, projet de loi de finances 2024. État social, mesures sociales, dispositions sociales en série, que ce soit l'assurance maladie obligatoire, que ce soit les aides directes financières, que ce soit le relèvement plancher des allocations familiales, que ce soit la mise en route de l'IPE, l'indemnité de perte d'emploi dont on parle depuis plusieurs années. Donc il y a un package protection sociale qui est prévu dans ce projet de loi de finances 2024. Est-ce que le gouvernement va réussir là où le PPS a échoué et la gauche non, en particulier? J'aimerais bien savoir en quoi le PPS a échoué. Pourquoi on a échoué? Parce que vous n'avez jamais été
en capacité politiquement de verser les aides directes pour les populations défavorisées. Vous n'avez pas été capable politiquement aussi de mettre en place une couverture sanitaire minimale pour les populations défavorisées. La couverture sanitaire et la couverture universelle, c'est un processus. Il a commencé en 2002 avec Abdelrahman Yousfi, avec l'adoption du texte sur la couverture médicale. Et ça va progressif, en fonction. Les choses, c'est comme ça qu'on fait. Oui, ça veut dire quoi? Il faut mettre 20 ans. Il aura fallu attendre 20 ans. 20 ans, il aura fallu. Oui, 2003, aujourd'hui, et 2023, c'est 20 ans. Après le Covid, ça a été salutaire. Après le Covid, on a pris conscience au niveau plus haut lieu, Sa Majesté, après il a annoncé, il a fixé le cap. Il a dit voilà, en 5 ans, on va faire la généralisation de la couverture sociale. Et tout le monde on est partant. Le gouvernement, la société dans son ensemble. Espérons que ce processus-là aille jusqu'au bout sans à-coups. Parce que tout n'est pas joué encore. Hein. Tout n'est pas joué encore en tout cas. Tout n'est pas joué. Les premières aides financières directes. Non, je vais vous dire, il ne faut pas créer la... Non, on veut que notre pays réussisse dans ce... Donc vous soutenez le gouvernement sur ces questions-là. Sur l'État social. Le gouvernement a une conception, comme je l'avais déjà écrit, de l'État social un minimum. Il réduit l'État social à la couverture sociale. Ce n'est pas ça l'État social. C'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal. Pour les millions de nos concitoyens qui n'ont pas de couverture minimale. L'État social, cher ami Rachid, effectivement, c'est la couverture sociale. C'est la réduction des inégalités sociales. C'est pas... Couvrir les Marocains avec une couverture sociale, c'est réduire aussi quelque part les inégalités. Ça ne se réduit pas. Et puis, l'éducation de qualité, on n'en est pas encore là. La santé. Voilà qu'il y a des gens qui sont inscrits sur l'amont, mais quand ils vont à l'hôpital, personne ne les reçoit. Ou bien ils ont un rendez-vous sur 3-4 mois. Vous voulez faire un scanner, on vous donne rendez-vous sur une année. Vous savez, quand on vous entend dire ça, Abdeslam Sadeghi, il y a des mauvaises langues dont je ne fais pas partie qui vous diraient, mais en fait, Abdeslam Sadeghi et le PPS, en fait, tiennent ce propos-là parce qu'ils sont jaloux que ce soit cette majorité gouvernementale, RNI, PPS, et PAM qui mettent en place ces mesures sociales. Ces mesures sociales, nous les saluons, ils sont les bienvenus. Mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. La loi de finances, sa structure générale, la répartition des dépenses, la manière de couvrir des recettes, ça reste une loi de finances marquée par le libéralisme pur et dur, par un caractère de classe évident, à tout point de vue. Donc vous dites, voilà, c'est la touche, la tonalité libérale dans ce projet de loi de finances 2024. On est bien d'accord. Il n'y a pas de social. Il y a un social, mais à minima, pas de social. C'est quoi social à minima pour vous? Voilà ce que je dis. C'est une loi de finances pour faire face à la crise. D'accord. Crise pour la reconstruction des régions sinistrées de House. D'accord. Pour faire face, l'aide directe, c'est la réponse à la pauvreté. Et le PPS était le premier. Et je peux vous ramener le document. Il était le premier dans ces programmes électoraux et dans ce programme à préconiser ce que nous appelions à l'époque le revenu minimum de dignité. Ou bien le revenu minimum universel. C'est un peu Oui. C'est pour cela qu'on a applaudi. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit, sauf que lorsque vous étiez aux responsabilités, bon là vous n'y êtes pas, c'est pas vous qui allez le mettre en place. C'est pas vous qui allez le mettre en place. C'est pas nous qui dirigeons le gouvernement. D'accord. Et tu le sais très bien. Oui. Donc ça veut dire que on était dans une coalition. Et malgré cela, il y avait un accord sur l'aide directe. Il y avait une opposition de l'intérieur du gouvernement. Ça, c'était sur le gouvernement Benkiran 2. Il y avait une opposition. Benkiran 2, c'est ça? Benkiran 2, oui. Il y avait une opposition de l'intérieur du gouvernement. Et celui qui s'est opposé farouchement, c'était celui qui dirige le gouvernement actuel. Et qui s'appelle, mettez les gants, il s'appelle comment celui-là? Cette personne, parce qu'on aime bien. Vous savez, nos auditrices et nos auditeurs, ils aiment bien ça. C'est le chef du gouvernement actuel, bien sûr. C'est Aziz Akhnouch. En tout cas, aujourd'hui, vous, l'État social, pour la première fois dans l'histoire du Maroc, Abdeslam Sadeghi, si vous permettez, il y a un chantier d'envergure qui va être lancé.
Les premières aides financières directes vont être lancées en décembre prochain. C'est ça. C'est-à-dire Oui. dans une dizaine de jours. C'est 25 milliards de dirhams. 25. Et après, c'est 29 milliards. Après, tout est progressif. Mais avec le temps. Les allocations et les ressources qu'il faudra. Il y a beaucoup effectivement, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de dépenses avec l'aide à l'habitat. En tout, c'est 10 milliards de dirhams l'aide à l'habitat. l'habitat. 50 milliards de dirhams en tout. Mais Est-ce qu'il y a un seul gouvernement auquel a participé le PPS qui a mobilisé autant d'argent pour le social? On a fait dans d'autres domaines. Non, mais autant d'argent dans le social. Il y a parfois. Autant d'argent dans le social. Oui, autant d'argent dans le social. Dites-moi, citez-moi une seule expérience gouvernementale où il y a eu autant d'argent mobilisé pour le social dans un projet de loi de finances. Du temps de gouvernement d'alternance, Oui. même après, on mesurait les dépenses à caractère social. Ils représentaient 52% des dépenses globales. Mais à cette époque-là, vous comptiez, vous savez quoi? Il y avait quoi? Vous comptiez les routes. Il y avait vous comptiez quoi? le goudronnage Non, des non. routes. Si vous comptiez le goudronnage des routes, il était comptabilisé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Parce que là, c'est un progrès. On a fédéré, on a rassemblé un certain nombre de dépenses éparses. Oui. Par exemple, il n'y a plus maintenant d'aide, tout ce qui est programme d'aide à la scolarité, 1 million de cartables. Tout ça a été rationalisé. Maintenant, les calculs deviennent plus, les sommes deviennent plus transparentes qu'auparavant. C'est une bonne chose. Avouez, je sais que c'est jamais facile pour un responsable politique, mais avouez que c'est la première fois que dans un projet de loi de finances et une expérience gouvernementale, il y a autant de milliards de dirhams mobilisés pour le social. C'est la première fois que les Marocains et les Marocains pourront progressivement être dotés d'une couverture sociale. C'est ça la réalité. Bien sûr, on ne donne pas de chèque en blanc. On fera le bilan au moment venu. Il faut savoir que ces sommes-là vont être effectivement réalisées, parce que l'expérience montre qu'on inscrit des chiffres, mais la réalité, c'est autre chose. Bon, en tout cas, on peut en parler. Dites à suivre. On peut en parler, parce que, par exemple, je prends l'investissement public. Oui. Cette année, c'est 35 milliards de dirhams d'annoncés. L'année dernière, c'était 300 milliards de dirhams. Oui. En 2000. Quand je fais les calculs de la réalisation, je trouve à peine 200 milliards au lieu de 300 milliards de dirhams. Vous voyez, c'est ça, et peut-être ça va nous donner. On refait une séquence les yeux dans les yeux. Est-ce que vous qui avez participé à des gouvernements, vous, en tant que ministre, le PPS en tant que parti, on est bien d'accord, est-ce que de toutes les expériences gouvernementales, ne soit-ce qu'auxquelles le PPS a fait partie, est-ce qu'il y a déjà eu un investissement public qui a été annoncé et réalisé à 100%? Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Non, je ne dis pas. Non. On est honnête. Donc, voilà. Moi, donc, je ne dis pas. Non, donc, mais pas d'impair de la part de ce gouvernement, pas de faux jugements. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas dire la vérité. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Mais le taux d'exécution a toujours été en deçà de ce qui est annoncé en termes de volume d'investissement. On l'a toujours dit dans nos analyses sur les lois de finances, même quand on était au gouvernement. Parce que quand même, nous sommes responsables. D'abord, on fait là, parce qu'on ne peut pas jouer avec les chiffres comme ça. Enfin, je ne peux pas utiliser le terme de mensonge, mais on déclare des montants. Mais on fait de la mousse. Mais finalement, le taux de réalisation, nous, on ne le souhaite pas. En tout cas, c'était 300 milliards de dirhams qui est annoncé pour le projet de loi de finances 2023. Et vous dites que la réalisation, elle est autour de 200 milliards de dirhams. Donc, on est autour de 50-60% de taux d'exécution. Et pour le projet de loi de finances... Ce qui explique, peut-être on reviendra, ce qui explique en partie la hausse du chômage et un certain nombre de dysfonctionnements. C'est pour ça qu'on a prévu cette transition au sein de l'ODJ et de se dire et de catégoriser le troisième round avec vous. Mais je dis que cette loi de finances, finalement, pour dire le dernier mot, c'est une loi de finances qui consacre le statu quo, à part les mesures à caractère social, mais sur le plan des grandes orientations. D'abord, il n'y a pas de grands projets nouveaux. Le seul projet qui me paraît... Enfin, laissons de côté les projets économiques, sociaux, le seul projet que je trouve nouveau dans la loi de finances, c'est le lancement des programmes de l'hydrogène vert, la production de l'hydrogène vert. Mais à part ça, c'est une continuité des programmes précédents. Par exemple, on a repris le Maroc Green, le plan Maroc Green, sans faire le bilan, sans présenter le bilan des plans Maroc Vert. On a repris Aourach, deuxième année, sans faire le bilan de Aourach. Il y a tellement de politiques publiques qui n'ont jamais donné lieu à des évaluations. Il y a beaucoup de politiques publiques qui n'ont jamais donné lieu à des évaluations, malheureusement. Sur une dépense fiscale de 35 milliards de dirhams, des avantages fiscaux, il est dit que 90% des mesures ont été évaluées.
Mais je n'ai jamais vu nulle part le rapport de l'évaluation de ces mesures-là. Donc ça, il faut l'attendre d'avoir l'open data et d'avoir la... Il faut, parce que pour faire une mesure, il faut l'évaluation. Il faut d'abord une évaluation, pas une évaluation, c'est-à-dire une analyse d'impact au départ. Qu'est-ce que ça va donner? Et deuxièmement, deuxième niveau, il faut faire une évaluation sur la réalisation. Et le troisième round, ce qui ne se fait pas. C'est ça ce qui manque. Mais justement, avec vous pour ce troisième round, je le rappelle, vous avez été en charge, vous, de l'emploi, donc vous êtes la personne idoine là-dessus. Troisième round, emploi, création, destruction. Où est la vérité des chiffres? Depuis la dernière sortie du Haut Commissariat au Plan, institution indépendante, l'institution. D'abord, les chiffres sur... Voilà, donc à donner ces chiffres, destruction massive le Haut Commissariat au Plan a le monopole de la production des statistiques sur l'emploi et sur le chômage, comme il a le monopole également sur c'est-à-dire tout ce qui est sur l'indice des coûts de la vie. Oui. Il n'y a aucun organisme autre, à ma connaissance, qui produit des statistiques régulières. Ces statistiques-là, on peut les critiquer, on peut les confronter à la réalité, mais ils sont là, il faut faire avec. En tout cas, aujourd'hui, qui c'est qui ment? Absem Sadeghi. Où est-ce que, parce que les Marocains ont envie de savoir. Il n'y a pas de menteur. Ah non, je veux dire. Parce qu'il y a des lectures qui sont un peu différentes. Il y a le HCP qui a sorti en disant qu'il y a une destruction massive de quasiment 300 000 emplois. 300 000 emplois, oui. En 2023. 297 000 emplois. 297 000, effectivement, pour être précis. Le ministre en charge de l'emploi, celui qui vous a succédé, Younes Skouri, si on veut l'appeler par son prénom et son nom de famille. Il a succédé à quelqu'un d'autre. Il y a eu un intervalle entre vous, mais en tout cas, c'est lui qui est au département de l'emploi aujourd'hui. A pris un peu son temps, parce qu'il a un observatoire. C'est moi qui l'ai créé. C'est vous qui l'avez créé, l'observatoire a travaillé. Vous voyez, donc, travaille bien, l'observatoire. Il a travaillé, bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec la lecture de Younes Skouri qui s'appuie sur l'analyse de l'observatoire que vous avez créé de l'emploi, ou est-ce que vous êtes d'accord avec le HCP? Parce qu'il y a deux vérités, deux réalités qui sont différentes. Non, les chiffres, tels qu'ils sont partis aussi des chiffres publiés par le HCP. Oui. Ils ne peuvent pas produire des chiffres assez rejetés. On ne peut que rester au niveau des chiffres publiés par le HCP. On peut les relativiser sur la base des données, empiriques, ou bien sur la base de l'observation de la réalité. Ce qu'on fait tous. D'abord, les chiffres du Haut Commissariat au Plan. Dans les emplois perdus, il y a 80%, ce sont des emplois non rémunérés, qui ont eu lieu dans l'agriculture, essentiellement. Ce qu'on appelle les aides familiaux. Oui. Il y en a des sécheresses, les gens ne travaillent pas, même avec leur famille, etc. Ils ne trouvent pas de travail. À la limite, moi je considère que la destruction des emplois non rémunérés est un progrès dans le... C'est ce qu'a reconnu aussi et a dit Younes Skouri. Vous êtes d'accord avec lui? Je l'ai dit bien avant lui. D'accord. Je l'ai écrit et on l'a toujours dit. Parce que c'est une modernisation de l'économie. C'est des personnes qui étaient un peu dans l'informel, qui n'étaient pas dans le salariat aujourd'hui, qui basculent dans le salariat. Mais il faut déclarer. Mais pour qu'il y ait la destruction créatrice, il faut qu'on supprime les emplois non rémunérés et qu'on crée autant d'emplois rémunérés. Alors là, à ce moment-là, le progrès sera... En tout cas, aujourd'hui... Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, parce que dans les emplois rémunérés, on en a perdu 66 000. 66 000. Ça veut dire 66 000 qui avaient un revenu régulier. Et du coup, d'un jour à lendemain, ils se sont retrouvés sans aucune ressource pour eux et pour leur famille. Ça, c'est très grave. La deuxième chose, c'est que notre économie, je pense que le gouvernement n'a pas fait assez en matière de politique publique relative à l'emploi. Ils ont fait trop de Aourach qui a coûté plus d'1 milliard de dirhams, qui est reconduit avec 1 milliard de dirhams supplémentaires. On est déjà 2 milliards de dirhams rien que sur le programme Aourach, subvention, emploi, aidé avec l'argent public. Aourach et Força et d'autres, on ne fait pas l'évaluation. C'est ça le problème. Parce que moi, quand j'ai calculé, c'est ce qui me pose problème. Aourach, on dit qu'ils ont fait 100 000 emplois l'année dernière. Je prends Idmaj, au niveau de l'APEC, c'est autour de 100 000. Plus 200 000, plus les emplois qui ont été créés dans le cadre de Força, dans le cadre Moqawalati, etc. On est à 250 000 emplois. Certains vous disent que ce n'est pas possible. Donc il y a quelqu'un qui ment. Je ne le retrouve pas. Où est la vérité selon vous? Il y a des...
Non, je m'interroge. Je peux Parce pas, que quand on suit les je ne chiffres peux pas accuser les officiels gens. de tous ces programmes-là, on est sur une création Je- entre 300 et 350 000 emplois, alors que le HCP nous apprend que notre économie a détruit quasiment 300 000 emplois. 300 000, Donc il y a quelqu'un qui ment. non, il y a, Tout le monde a tort, tout le monde a raison. non, il y a un problème pour connaître De chiffrage. le chiffrage, la manière. Je ne peux pas dire, je peux pas accuser les gens de mensonge. Ça serait Non, quand même mais- irresponsable de notre part, et prétentieux. C'est-à-dire, vous ne voulez pas le dire, mais vous le pensez? Non, nous avons. Qu'est-ce que vous pensez? Nous avons des structures économiques, des structures socio-économiques qui ne nous permettent pas de produire de bons chiffres. Rappelle-toi la polémique qui a eu lieu il y a quelques années entre le Haut Commissariat au Plan Et le Moulay Al-Alami. Mais ça continue avec Riyad Mazour. mais ça continue encore. Ouais, sur les 100 000 emplois industriels. On dit qu'on a Créés. dépassé les 700 000 emplois. Et là, je ne trouve pas les 700 000 emplois. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, Je m'interroge. Vous, en tant que membre du parti, membre du bureau politique du PPS, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui par le fait que le taux de chômage global a atteint un nouveau record? Et comment? Il était à 12,5 l'an dernier, et là, il est à 13,5. Il est à 17, donc, parce que le plus proche de la réalité, Oui. c'est le chômage au milieu urbain. Oui, il est à 17. Le effectivement. chômage rural, ça ne veut rien dire. Je l'ai Ouais. toujours dit. Et donc C'est à aujourd'hui, 17. Pour les diplômés, il est à 24, 25. Pour les jeunes de 15-24 ans, il est à 38,5%. c'est un jeune sur 4 Un jeune sur 4 et un jeune sur qui a moins de 30 ans deux, qui est au pratiquement. chômage avec un taux d'activité des femmes. C'est ça le Un taux d'activité des femmes et qui est en régression. En régression. Alors que dans le programme, qu'est-ce que dit le programme gouvernemental? La création de millions d'emplois à l'horizon Il dit qu'on 2026, ça on va porter le taux d'activité des femmes À de 20%. 20 à 30%. Oui. Bon, le pari n'est pas joué. Hein. Qu'est-ce que fait le PPS pour ça et qu'est-ce que propose Ben, le on PPS pour propose. ça? Pour Nous avons- redresser la barre du taux de chômage qui est en pleine croissance. Parce que la seule chose qui est en croissance chez nous véritablement, si on veut être le plus objectif possible, c'est le chômage. Je vais te dire On une chose. aurait rêvé d'une croissance économique Je- à je- 10%. je- Le je problème, vais c'est te que le dire, taux de chômage, je le vais taux te de chômage dire, qui est à plus de 10%. c'est pas parce que je ne vais pas parler de moi. En 2015, on a élaboré une stratégie nationale pour l'emploi. Pour une fois, on a fait ce travail-là d'une façon concertée et participative, en impliquant les syndicats, la CGM et les départements ministériels concernés. On a travaillé pendant un an, même plus. On a produit un document qui fait honneur à notre pays. Honneur. Honneur à notre pays. Le Ouais. BIT, il est toujours sur le site du BIT, a considéré que ce document-là est l'un des meilleurs produits dans la région. Sur le Mélan. papier, en PowerPoint. Sur le Mais- papier. mais on pas, a pas commencé- dans la réalité. Mais on a commencé à le mettre en œuvre. Ouais. Des Mon élections. Mon prédécesseur à l'époque, en 2016, il est venu, bon, Celui qui vous a succédé, c'est déjà. Signatif. Il a apporté Ah, quelques c'est vrai. modifications. Ils ont chamboulé le tout. Normalement, la stratégie s'est portée sur la période décennale 2015-2025. Et j'apprends hier, enfin cette semaine, que le ministre de l'Emploi, le ministère de l'Emploi, parce que pour ne pas personnaliser, ils sont en train de réfléchir à élaborer une nouvelle nationale. stratégie. Il faut améliorer l'existant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on perd beaucoup de temps. Lorsque Younes Khoury, au Nous lendemain- avons un document, il est là. Il n'est pas le mien, c'est le document du pays. Il faut le reprendre, améliorer, l'actualiser, on gagne du temps. Justement là-dessus, dernière petite question à Absem Et Sadeghi. est-ce que le taux de chômage a augmenté quand on était au ministère de l'Emploi? Quand vous Lorsque vous étiez Il n'a pas augmenté. Il était à 17. Vous, quand vous Il étiez, était c'était à 17,5. moins de 10%. Non, il était un peu plus de 10. Il avait remonté en Non, 2014-2015, il était à 10, 10,2, 10,3, 10,4, 10,5. Mais si on avait appliqué par la suite la stratégie nationale pour l'emploi, on se serait trouvé à 8 ou 7% du taux de chômage. Donc le département ministériel en charge de l'emploi qui vient d'annoncer il y a quelques jours, après les chiffres délivrés par le HCP, qu'il s'apprête à mettre en place une nouvelle stratégie emploi qui serait en cours d'élaboration, qu'est-ce que vous dites? Ça ne servira à rien, vous lui dites? Non, je vous dis que prenez ce qu'il y a d'abord. Ne faites pas table rase des passés. Il faut capitaliser. Parce que tout à l'heure, j'ai dit au niveau du ministère de l'Enseignement, le ministre qui arrive, il commence à zéro. C'est pas possible. Comme si on est sur un terrain nullus. C'est un pays qui a des institutions. C'est une nation, nous sommes dans une nation. Il y a la suite, la continuité des services publics, la continuité institutionnelle. Le ministre part, mais le ministère reste. L'administration reste. Dernière Il faut petite question. travailler avec. Est-ce que vous craignez ou pas, vous me dites, si hypothétiquement,
est-ce que vous craignez ou pas une nouvelle hausse du chômage dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ou pas du tout? Vous savez, Parce que j'ai vu que depuis 2 ans... La fameuse phrase que je vous ai dite une fois, je ne peux pas jouer Madame Soleil. Tout ce qui va dans le pur, moi j'essaie de l'éviter. Je demeure optimiste pour notre pays. Il faut qu'on travaille ensemble pour résoudre les grands problèmes, dont notamment celui du chômage, parce que c'est une bombe à retardement. On ne peut pas admettre, Rachid, nous sommes en train, malheureusement, de perdre ce qu'on appelle le dividende démographique. Qui va jouer contre nous dans les prochaines années, ça a commencé. La population est en train de vieillir. C'est une chance. Nous avions une chance historique à saisir. Parce que ces jeunes-là qui restent sans travail, c'est un manque à gagner pour le pays. Un manque en termes de croissance. On fait des taux de croissance de 1,7, 1,2, cette année peut-être 3,2. Alors qu'avec l'amélioration des taux d'activité des femmes, c'est un point de plus. En faisant travailler les gens, ces jeunes-là, c'est quelques points de plus. L'aide publique, je vais dire un mot sur l'aide sociale. Très rapidement. Directe, rapidement. Oui. L'aide sociale directe, c'était une très bonne chose. On a applaudi avec nos deux mains. Mais il ne faut pas que ça s'éternise. Il faut améliorer, il faut faire en sorte de sortir ces gens-là de l'aide vers le travail. Parce que l'aide, on ne peut pas faire un peuple, développer un pays avec un peuple d'assistés. Il faut que les gens travaillent. Mais encore faut-il qu'il y ait du travail. Ben oui, il faut créer et là, on ne crée pas suffisamment d'emplois. Donc c'est peut-être un peu trop facile de dire les gens doivent aller travailler. Encore faut-il qu'il y ait du travail. Mais cher ami, il y a des secteurs créateurs suffisamment créateurs d'emplois, on les néglige. Tout ce qui est économie sociale et solidaire, c'est important. C'est là où on crée des emplois. Les coopératives. Le potentiel, c'est 50 000, 60 000 emplois, alors que nous avons 1,7 million de personnes qui sont au chômage. C'est en chiffre, en millions de chômeurs. Pas en milliers. Rien qu'en termes d'aide sociale, oui. Les aides sociales, il y a un potentiel de 100 000 emplois pour le moment. Je rappelle qu'à ce jour, c'est ça. Ce que je dis pour l'emploi, il faut faire feu de tout bois. Il faut agréger. Il faut qu'on travaille. Les communes, les régions, les préfectures. Sinon, tout le monde doit se mettre. Les coopératives, les associations. Ne pas oublier la CGM et l'entreprise. Et bien sûr, la CGM. Parce que le secteur privé ne crée pas suffisamment d'emplois et le secteur public non plus. Parce que le secteur public, ce sont les grands projets qui ne créent pas suffisamment. Ils sont en capital intensif, hautement capitalistique. Il y a très peu de création d'emplois. C'est les micro-entreprises et la petite entreprise qui créent. Cette micro-entreprise et cette petite entreprise ne bénéficie pas de l'intérêt du gouvernement. Parce que le gouvernement, il sert les grands groupes privés. C'est ça l'intérêt de classe de ce gouvernement-là. Mis à part, voilà, on va finir avec ça, avec ce côté, dernier phrasé très punchy d'Abslem Sderé. Parce que il faut faire une analyse de classe. Oui. La loi de finances n'est pas neutre, cher ami. Est-ce que les lois de finances ont pour finalité et pour objectif d'être neutres? Non, ils n'ont pas objectif d'être neutres, bien sûr. Donc, au final, en tout cas... Et les mesures sociales qui sont inscrites, parce qu'elles sont imposées en termes... C'est une nécessité pour notre pays, pour sa régulation et pour sa reproduction sociale. Merci infiniment à vous. Abslem Sderé, vous n'avez pas transpiré. Non, pas du tout. Depuis un peu 30 minutes de ring. Merci une fois de plus à vous, c'est toujours un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Cet échange sur les... C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, de débattre avec vous. Plaisir toujours partagé. Sans langue de bois. Jamais sans langue de bois et avec ou sans les gants, mais toujours en respectant les règles du jeu. C'est ça le plus important. Avec un comportement fair play, ce que vous avez toujours eu. Et merci. Merci à vous en tout cas, Abslem Sderé. Merci, cher ami. Je rappelle que vous avez été ministre en charge de l'emploi, que vous êtes membre du bureau politique du PPS, le parti du progrès et du socialisme, et que vous êtes la tête pensante économique du PPS. De toute façon, en toute modestie. Je le dis en tout cas. Voilà, merci une fois de plus à vous et à bientôt. À bientôt.